Hello et bienvenue dans Layup, ton rendez-vous NBA, ton rendez-vous préféré. Ce soir, c'est le grand retour de la NBA et ce n'est pas n'importe quelle saison, Chris, parce qu'on fête les 75 ans de la NBA. Et elle a fait les choses en grand, puisque nous allons célébrer les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Absolument, 75 ans, c'est un bel âge. Une belle longévité pour cette Ligue qui nous surprend tous les ans et qui nous ravit tous les ans surtout. Donc c'est reparti pour une 75e année. Mais avant tout, on va faire un petit hors-série, puisque nous aussi, on va décerner des trophées à ces 75 joueurs, les plus grands de l'histoire selon nous. Pour sa 50e anniversaire, la Ligue avait déjà fait les 50 Greatest, c'était en 1996, et on a décidé de ne pas revenir dessus. Je pense que la NBA d'ailleurs devrait faire de même. Et donc, allez voir la liste, on mettra les liens, elle existe, elle est très facile à trouver. Donc on va se contenter de rajouter 25 joueurs, ce qui est déjà pas évident, à cette liste préexistante de 1996. Cette liste, on a décidé de la couper en 3 parties. Une première partie de 10 joueurs, que l'on a appelé ni plus ni moins que l'excellence grand cru. Donc là, on est sur le top du top du top de la crème. Dans un deuxième temps, on refera une liste de 10 joueurs. Ce seront les premiers crus classés. Donc on est un tout petit peu moins dans la légende que dans les 10 premiers, mais ils seront quasiment sûrs de figurer dans le top 75 que la NBA devrait d'ailleurs commencer à dévoiler dès ce soir. Très probable, oui. Et enfin, une liste de 5 joueurs, où là, à mon avis, ça va batailler sec. Qu'on a appelé les prétendants crus bourgeois. Les prétendants crus bourgeois. Donc là, imaginez en reprendre que 5 sur une liste de... C'est là où ça va être le plus compliqué. Oui. C'est les derniers spots, les derniers strapontins pour figurer sur cette liste, qui va s'arrêter, et que la NBA va nous dévoiler aussi en 3 temps. 3 fois 25. Donc ce soir, demain et après-demain, mais à chaque fois, nous, on a décidé de vous dévoiler les noms en avant-première. Sans transition, on commence avec notre premier lauréat. On va faire par ordre alphabétique. Oui. Déjà pour histoire d'être à peu près raccord, et puis qu'on ne revienne pas 50 fois sur les mêmes joueurs, et qu'on voit tout de suite d'ailleurs s'il nous en manque. Donc, le premier lauréat de ce 75e anniversaire de la NBA n'est autre que... Kobe Bryant. Alors, une petite précision, Pierre, c'est que nous avons fait chacun notre liste. Oui. Moi, je ne connais pas sa liste. On la découvre au fur et à mesure. Donc, j'espère qu'il ne regarde pas trop sur moi. Kobe Bryant, allez, en bref, Hall of Famer, bien sûr, 18 apparitions All-Star Game, 2 fois meilleur marqueur, 5 fois champion, 15 fois All-NBA, 12 fois All-Defensive Team. Et il est dans la All-Rookie Team, il est 4 fois MVP du All-Star, c'est un record d'ailleurs qu'il partage avec Bob Pettit. Il est 2 fois MVP des finales, il est MVP de la Ligue en 2008, il est 2 fois champion olympique également. Une légende, il a joué 20 ans dans la même franchise. C'est un peu le visage des Lakers, avec un certain numéro 32. Difficile de présenter le bonhomme, tout le monde le connaît. Non, oui, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, dans la mesure où moi j'ai relevé qu'il avait quand même fait 15 saisons dans le top 20 des scoreurs, si jamais on le situait quand même au niveau de la longévité exceptionnelle. 4e scoreur de la NBA d'ailleurs. 33 643 points. Voilà. Et puis aussi 28 fois dans un All-NBA Team. 28 fois. Ah, tu cumules les défenses. Je cumule tout. Même avec les rookie teams, etc. D'accord. 28 équipes différentes ont vu apparaître le nom de Kobe Bryant, d'une année ou une autre. C'est tout bonnement exceptionnel. Pour en rajouter un peu sur le scoring, il y a bien sûr les 81 points en 2006, on n'en parle plus. J'ai presque une préférence pour les 62 points contre Dallas. Fin de l'année 2005, donc il le fait juste avant. Il faut savoir qu'il joue pas du 4e quart-temps et quand il sort, il a 62 points et Dallas en ont 61. C'est le genre d'anecdotes qui sont pas mal. Et pour finir, c'est les petites séries. Sa série de 9 matchs à plus de 40 points au mois de février 2003. Oui. 44 points de moyenne sur ces 9 matchs à 50% au tir. Il y en a que 2 qui ont fait mieux. Enfin, il a égalé Jordan et Will Chamberlain a fait mieux. Sinon, personne d'autre a fait mieux. Et une petite série de 4 matchs à plus de 50 points en 2007. Allez, juste pour se faire plaisir, c'est 65 points contre Portland, 50 contre Minneapolis, 60 contre Memphis et 50 contre la Nouvelle-Orléans. Alors, moi, je pense qu'il n'y a rien à rajouter d'un point de vue scoring, mais 2 moments
j'allais dire, qui joue un petit peu sur l'affectif, que Oui. je retiendrai de Kobe Bryant. C'est un premier moment, c'est quand il revient sur le terrain avec une rupture des tendons du talon d'Achille et qui vient tirer ses lancers francs. C'est énorme. Et il aimait. C'est surréaliste. Je crois qu'il gagne le match ce jour-là d'ailleurs. Oui. Et c'est contre les Warriors. C'est contre les Warriors. Bon, c'est exceptionnel. Et puis deuxième moment, les 60 points marqués pour son dernier match, quoi. 60 points, quoi. Donc, alors que les autres en face, c'était pas là non plus pour le regarder jouer. C'était contre le Jazz. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que c'était le dernier jour de la saison régulière, et c'est le jour où les Warriors battent le record des Bulls. Oui. Et on a l'impression qu'il arrive à éclipser ça, ce qui est exceptionnel. Parce que pour le coup, pour les Lakers, il n'y avait plus aucun enjeu sportif. Il n'y avait plus rien. Mais bon, voilà, donc joueur hors norme. Qui est le plus grand joueur de l'histoire des Warriors, Chris? Stephen Curry. Stephen Curry. Pour dire qu'il est quand même à l'heure actuelle 7 fois All-Star, 2 fois meilleur marqueur de la NBA, dont l'an dernier, 32 points. Il a été le meilleur intercepteur de la NBA, il a été 3 fois champion, 7 fois All-NBA, dans la All-Rookie Team, 2 fois MVP de la saison régulière, dont une fois unanime, l'unique MVP unanime de l'histoire, le plus grand shooter de l'histoire déjà, alors qu'il est juste derrière un certain Ray Allen au classement all-time des paniers réussis. Sachant qu'il y a une petite stat, il en a 2832 en 762 matchs, Ray Allen c'est 2973 en 1300 matchs. J'ajouterais juste une petite chose, parce qu'on l'oublie souvent, il est quand même 6 fois dans le top 20 des meilleurs passeurs. Ouais, ça c'est intéressant. C'est un super animateur de jeu. Et puis moi, ce que je retiens, alors tu parlais des 3 points, 43,3% en carrière, je sais pas, mais c'est énorme. Quand vous voyez, juste un mec non, mais quand tu vois les shoots qu'il prend, la difficulté, les shoots du milieu de terrain à la fin pour les buzzers, etc. Bon, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis moi, ce que je retiens, puis j'arrêterai là sur Stephen Curry, c'est l'animateur de jeu, c'est quelqu'un qui a transformé d'une certaine manière par sa façon de faire la NBA. C'est un régal à voir jouer, un régal. Il y a un régal esthétique, il y a une tenue de balle, il y a effectivement une vision du jeu. Il affole les défenses, on a rarement vu ça quand il est sur le terrain, même sans ballon. Il passe le milieu de terrain avec ou sans ballon, les défenses sont complètement folles. On peut penser en plus qu'avec son style de jeu et son hygiène, on a l'impression qu'il peut encore jouer longtemps comme ça. D'ailleurs, la preuve la saison dernière. C'est ce que j'allais dire, il arrive à 33 ans, il a fait la plus belle saison de sa carrière, pratiquement au scoring en tout cas, c'est sûr. Et puis il y a une autre chose que je remarque chez Steph Curry, c'est le plaisir du jeu. Oui. Vous le regardez jouer, vous avez... Il y a une joie. Voilà, on peut prendre ça pour de l'arrogance, mais on a l'impression d'un gamin qui s'amuse sur le terrain. Voilà, ça. Alors ça, c'est extrêmement plaisant, et je trouve que même si ça doit un petit peu embêter les autres d'en face, mais enfin, je pense. C'est remarquable. Et puis, dans le jeu de Warrior, on prend beaucoup de plaisir. On enchaîne toujours par ordre alphabétique avec une légende des années 2000, sans doute le meilleur joueur des années 2000 avec peut-être le Shaq et Kobe Bryant, Tim Duncan. La légende des Spurs, 19 saisons. Je fais un petit récapitulatif. Il est déjà Hall of Fame, 15 fois All-Star, 5 fois champion, 15 fois All-NBA, 15 fois All-NBA Defensive Team. 97-98 Rookie de l'année et Rookie Team, bien sûr. MVP de All-Star en 2000, 3 fois MVP des finales, 2 fois MVP. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Pas grand-chose à rajouter. Le meilleur poste 4 de l'histoire. 17 saisons, le top 20 des rebondeurs aussi. 17 saisons. Pour placer le joueur, il est 15e au point, 5e au contre et 6e au rebond de tous les temps. Bon, voilà. Comme ça, tout est dit. Non, le jeu, c'est là, comment j'allais dire, c'est la poutre de San Antonio. C'est ça. Et quand toute je dis la légende. Poutre, oui, je dis la poutre dans les deux sens du terme, parce que c'est un des joueurs les moins sexy à regarder jouer quand même. Mais alors... Malgré une technique, par contre, le big fondamental. Le big fondamental, c'est-à-dire que regardez bien, mettez ça dans les écoles, là, pour tous ceux qui sont poste 4 ou 5, dans les écoles de basket, et regardez-le faire, quoi. Et faites la même chose. Non, joueur en tout point remarquable, en plus, avec... une humilité. Oui. On a l'impression c'est pas de l'arrogance. Tim Duncan, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui était très proche évidemment de Greg Popovich. On voyait bien que les deux hommes, il y avait une relation quasi filiale entre les deux, et un joueur sobre, mais un joueur remarquable. Ouais. Et puis 5 titres. 5 titres à l'époque des Lakers, de LeBron James, etc. C'est 2014, le Beautiful Game, une des plus belles équipes collectives de l'histoire. D'ailleurs, comment ne pas citer quand même le Big Three qu'il a formé avec Parker et Ginobili. Et avant, quand même, le fait qu'un homme comme ça arrive dans la raquette de David Robinson et que dès la seconde année, il est champion et c'est lui qui est MVP des finales.
Alors que Robinson, c'était un MVP, meilleur défenseur, meilleur marqueur, membre de la Dream Team. Il a naturellement pris le relais. Hein. Une petite parenthèse par rapport à San Antonio, je pense que c'est une école d'humilité chez eux. Hein. Oui. Parce que je suis pas sûr que les stars de toutes les équipes NBA laissent la place à un petit jeune qui arrive. J'en suis persuadé que non. David Robinson était capable de ça, c'était quelqu'un d'intelligent d'une part, mais il fallait quand même prendre la place, hein, et donc il l'a prise. Dernière anecdote d'ailleurs, il a été meilleur joueur universitaire, rookie de l'année, MVP de la saison, MVP des finales et du All-Star Game. C'est le seul avec Jordan et Bird à avoir fait ça. Il est bien entouré. Ça va. Alors, on enchaîne. Moi, j'ai un joueur en activité. Ben, moi aussi, hein, dans nos grands crus, il est grand déjà. Ouais. Et je pense qu'il est déjà incontournable. C'est Kevin Durant. Oui. Kevin Durant, c'est déjà 11 sélections All-Star, 4 fois meilleur scoreur, 2 fois champion avec les Warriors et Stephen Curry, 9 fois le NBA. Dans le All-Rookie Team, puisqu'il était d'ailleurs Rookie de l'année, 2 fois MVP du All-Star Game, 2 fois MVP des finales, sur ces 2 titres. C'est un excellent joueur. Il a 27 points de moyenne en carrière, pour montrer quand même le scoreur que c'est. C'est la cinquième marque de l'histoire, 27 points sur sa carrière. C'est le meilleur scoreur de Team USA. Oui, déjà. Et c'est probablement actuellement, à l'heure où on parle, le meilleur joueur du monde. Ah oui, moi je le considère comme le joueur du monde tellement il est facile. Voilà, il est impressionnant. C'est une espèce de liane, quelqu'un qui fait 2,10 m mais qui joue comme un arrière, qui dribble comme un arrière, qui a une facilité à toute épreuve, qui est froid comme la glace, j'allais dire, parce que pour le coup, oui. Autant on parlait de Steph Curry qui était démonstratif un petit peu, alors lui pour le coup on voit rien, voit rien, ça veut pas dire qu'il fait la tête, mais il est capable de vous planter les paniers. Moi j'ai en mémoire les paniers en finale face à LeBron James, là, bugne à bugne, là, et puis il va mettre 3 points, là, moi j'ai trouvé ça... Il lui fait 2 ans d'affilée. Il lui fait 2 ans d'affilée. Joueur remarquable, incroyable. Et puis, juste une petite note finale pour moi. Il revient d'une interruption de plus d'1 an à cause de la rupture du tendon d'Achille. On le retrouve comme avant. Oui. On le retrouve comme avant. C'est surprenant parce qu'il y avait un point d'interrogation. Est-ce qu'on va retrouver le Kevin Durant qu'on connaissait ? Bah oui. Voilà, c'est comme si c'était rien passé. Bon. Il est à 2 doigts d'emmener son équipe en finale cette année. Non, pas à 2 doigts, à une pointure. Oui. Kevin Durant, donc oui, j'avais 10 meilleurs scores de Team USA parce qu'il a quand même 3 médailles d'or. Et une médaille d'or 3 médailles d'or olympiques et une médaille d'or au championnat du monde qu'il avait dominé en 2010. D'ailleurs, si vous pouvez retrouver des matchs, c'est assez étonnant parce qu'il est jeune à cette époque-là et même peu importe le contexte, domination totale de ce joueur. Et puis un joueur qui a beaucoup progressé en défense, notamment Warriors où il est devenu un défenseur d'élite. Il est 3 fois dans le top 20 des meilleurs contreurs. D'accord, oui quand même. Chose que j'avais relevée, qui était assez surprenante parce qu'on s'attend pas à ça de Kevin Durant. On enchaîne, et moi j'ai 2 Kevin d'affilée. Kevin Garnett. On s'est pas concerté, Oui. Et là, pour le coup, j'ai mis aussi Kevin Garnett. Faut dire que statistiquement, Hall of Famer, bien évidemment, 15 fois All-Star, il a joué 1462 matchs, pareil au niveau longévité, c'est pas mal, même si à la fin. 19 saisons. Ouais. 4 fois meilleur rebondeur. Il est champion en 2008 avec Boston. Il est meilleur défenseur aussi de l'année, cette même année. Il est 9 fois dans les All-NBA, 12 fois All-Defensive Team. Il a été MVP en 2004, il a été MVP du All-Star Game. Il a à peu près tout gagné. Il était champion olympique en 2000 aussi. 15 All-Star Game d'ailleurs. Ouais, donc c'est une grande gueule. Mais déjà un ovni, on parlait de Kevin Durant, premier ovni quand il est arrivé dans la ligue directement du lycée, on le rappelle. C'était quoi, un poste 3, un poste 4, on savait pas trop, parce qu'il savait dribbler, s'écarter, alors qu'à l'époque c'était Karl Malone à la base, voire on avait du Anthony Mason, du Charles Oakley, donc morphologie complètement différente, techniquement pareil, exceptionnel, un shoot à mi-distance, une vision du jeu, des rebonds, des passes, une hargne. Moi, c'est ça que je retiens de Kevin Garnett. Moi, le joueur me plaisait bien. Premièrement, pour les stats, il y a je crois, 4 ou 5 ans de suite, il a la meilleure évaluation de NBA, je crois. Oui. Pendant 4 ou 5 ans. Ce qui résume pas mal ça, c'est qu'à un moment donné, c'était le seul joueur de l'histoire, alors malheureusement, il n'y est plus, à être dans le top 50 de tous les temps en points, rebonds, passes, interceptions et contre. Bon. C'est le seul. Voilà. Et maintenant, il n'y est plus parce qu'il est passé 52e à la passe. Depuis, il a été doublé. Ça reste exceptionnel. C'est un joueur complètement
complet, Hyper. qui pouvait jouer entre 3 et 5, on va dire, même si Il a c'est quand fini même... 5, il a fini commencé 5, 3 presque. il a fini ça. Mais non, moi, ce que je retiens chez Kevin Garnett, c'est la hargne, la combativité, et tout ce qu'il insufflait à ses partenaires. On l'a vu quand il a joué à Boston pour le titre, c'était il a su presque prendre un rôle différent. Il est passé du MVP qui faisait tout à Minnesota. Absolument. Qui a fait simplement une finale de conférence et il se faisait sinon sortir tout le temps au premier tour. Et là, avec Boston, il se met un peu en second rang, capitaine de la défense. C'est ça. Et oui, il arrivait chez Paul Pierce, et il a accepté le truc, donc il a joué le jeu, il a fait la campagne qu'on connaît, quoi. Et puis ils font quand même 2 fois en finale et ils ont gagné. Il divise un peu des fois par son trash talk un peu limite. Ouais. Il était capable d'insulter quelques mamans. Bon. Mais donc Kevin Garnett hors norme par les dimensions et par la façon de jouer. Pour mon joueur suivant, on reste dans les années 2000. Un joueur drafté en 96. Il faudrait qu'un jour on parle de cette draft 96, qu'on se fasse des petites vidéos spéciales draft, parce qu'il y a de quoi parler. C'était d'ailleurs le premier choix de la draft. Alan The Answer Iverson. Pareil, par rapport à Garnett juste avant, avec des dimensions hors normes, lui aussi. Mais dans l'autre sens. Je pense qu'il faisait un tout petit 1m80. Oui. Pas épais. Faut savoir que au lycée, avant d'être à la fac, il a été, je crois, dans les meilleurs joueurs du pays en basket et en football américain, pour montrer l'athlète que c'était. Notamment. Exceptionnel par rapport à sa taille, sa capacité, sa rapidité, son shoot, sa hargne aussi, sa volonté de gagner. Et pareil, dans la dimension artistique, il y avait quelque chose. Une rapidité, une dextérité balle en main exceptionnelle. Bon, rapidement, on se voit All-Star, 4 fois meilleur champion, 3 fois meilleur intercepteur, 7 fois All-NBA. Il est rookie de l'année. Il est 2 fois MVP du All-Star Game. Il est MVP en 2001. En 2001, d'ailleurs, année exceptionnelle, où il emmène les Sixers en finale. Grosse saison des Sixers qui finissent premier à l'Est et qui malheureusement tombent contre les Lakers des années 2000 et le Shaq très très dominant. Faut se rappeler qu'ils prennent un match dans les moments marquants. Et il prend le premier match et il met 48 points. Avec ce fameux cross, et puis après il passe au-dessus de Tyronn Lue comme ça, c'est quand même une sacrée image. Bon, joueur exceptionnel, parce que effectivement de petite dimension, joueur de poche, mais qui était capable de monter aussi haut que les grands. Il a claqué quelques dunks en début de carrière. Et puis, il y a une claquette regardez sur Marcus Camby qui est exceptionnel. Oui, c'était bien. Et puis simplement, j'encourage tout le monde à aller voir des vidéos d'Allen Iverson, le premier pas, quoi, qu'il est capable de faire, le crossover de Allen Iverson, c'était tout bonnement exceptionnel, et c'est vrai qu'il a mis tout le monde dans le dos. Et au niveau culturel, c'était vraiment, on restait sur les années 90, années Dream Team, Jordan, Barkley, etc. Il a un petit peu emmené le hip-hop. C'est les baggies, c'est les chaînes, etc. D'ailleurs, ce qui a été vite calmé par David Stern. Mais je pense qu'il a été aussi l'image d'une certaine jeunesse et d'une nouvelle NBA, et dont beaucoup de joueurs aujourd'hui, d'ailleurs, se revendiquent un petit peu. Oui, complètement. Et on peut dire qu'en creux, il est à l'origine du dress code. Complètement. Pour finir sur ses talents de scoreur, il est quand même le 7e marqueur en moyenne de points de la ligue, sachant qu'il a fini... ces dernières années, ça a drôlement baissé sa moyenne. Et qu'il est quand même dans le top 25 des meilleurs scoreurs all-time en cumulé. Et c'est celui qui a joué le moins de matchs. Allez voir ses stats aussi sur sa saison rookie, c'est incroyable. Et son fameux cross sur Jordan, une espèce de passation de pouvoir comme ça. C'est Jordan qui a toujours été l'idole d'Iverson, d'ailleurs. Bon, on enchaîne avec un joueur qui joue toujours et qui pourtant a peut-être un des plus gros palmarès de la liste, LeBron James, le King. J'allais dire, il y a tellement à dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est quand même quelqu'un qui a 27 points, 7,4 rebonds, 7,4 passes en moyenne en carrière. Il a déjà joué plus de 1300 matchs. Il commence à l'heure actuelle où on parle sa 19e saison. 4 titres de scoreur, 17 fois All-Star, 17 fois All-NBA. 3 fois MVP de l'All-Star Game, 4 fois MVP, Rookie de l'année, 4 fois MVP des finales, 6 fois All-Defensive, meilleur scoreur aussi en 2008. Faut savoir que ses stats sont un peu mieux en play-off qu'en saison régulière d'ailleurs. Ça monte à quasiment 29 points, 9 rebonds, 7 passes, sachant que c'est le joueur qui a joué le plus de minutes de tous les temps en play-off. En play-off, c'est significatif de la qualité du joueur. On le dit, les grands joueurs, leurs stats augmentent en play-off. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la catégorie qu'on prend. Et LeBron James, c'est systématique, quoi. Donc à chaque fois,
joueur complet, joueur. Il n'y a pas grand-chose. Ce que je dis, il y a tellement de choses à dire que de toute façon, on n'a pas grand-chose à ajouter. Parce presque que, un des seuls à pouvoir concurrencer Michael Jordan dans cette fameuse course du GOAT. Il a ses fans. Et en tout cas, ce qui est sûr, on peut le dire, je pense le joueur le plus complet de l'histoire. Oui. Et il est en train de montrer peut-être aussi la plus belle longévité. Il faudra voir avec Karim Abdul-Jabbar. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il vise ça maintenant. Je pense qu'il a une hygiène de vie, on le voit un peu même encore les derniers. C'est exceptionnel. Un athlète matchs de pré-saison, incroyable, capable vraiment de tout faire. D'ailleurs, en play-off, allez, petit point, il est premier en points, deuxième à la passe, sixième au rebond, deuxième au nombre de 3 points, dixième au contre. Et dans sa carrière, il va accumuler des chiffres. Ça peut être le seul joueur de l'histoire à être à 40 000 points, par exemple, sachant qu'il va rajouter 10 000 passes et 10 000 rebonds. Oui, c'est ça, parce que moi j'ai noté qu'il était 16 années de suite dans le top 20 des triples-doubles. Ouais, non, juste pour donner un petit peu la dimension d'ailleurs, du joueur. Il doit être 7 ou 6 au nombre de triples-doubles. Oui, mais je pense que c'est le meilleur en nombre de triples-doubles ratés de 1 ou 2 unités. Ah oui, parce qu'il ne les cherchait pas. Pour le coup, il n'était pas là pour faire ses stats. On le voyait bien, il pouvait sortir du terrain alors qu'il lui restait une passe à faire, des choses comme ça. Non, 9 saisons de suite en finale. Le LeBron James. Incroyable. Et encore là, bientôt 37 ans, parmi les meilleurs joueurs de la Ligue et dans une équipe prétendante au titre. Oui, puis toujours dans la discussion de MVP, parce que quand il ne l'a pas eu, il n'était pas loin derrière. Quoi. C'était non, bon, phénomène. 3 titres dans 3 différentes franchises, 3 fois MVP des finales, pareil, ça n'est jamais arrivé. Et puis, juste quelque chose, je ne suis pas sûr qu'il y ait un joueur arrivant, rookie, avec ce qu'il avait derrière lui, parce que c'était déjà une star énorme au niveau des États-Unis. The Chosen One. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient confirmé à ce point-là. Oui. Parce qu'on se disait, ça va être un grand joueur. Automatiquement, celui-là va être fort. Et puis, depuis lui, moi, je sais pas, il y a peut-être un Doncic derrière, dont on se dit qu'effectivement, ça va être quelque chose. Et encore, c'est nous en Europe, c'est la vision européenne. C'est la vision européenne. Mais LeBron James, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Voilà, phénoménal. LeBron James. Alors, sur le prochain joueur, je crois qu'on n'est pas d'accord, d'après ce que je vois. En effet. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est 2 joueurs qui ont joué au même poste et à peu près au même moment. Oui, et dans les mêmes équipes. Et ils ont joué ensemble. Oui. D'ailleurs, je crois que son joueur était backup du mien. Ça montre d'ailleurs. Donc, Chris, qui est-ce que tu vois, toi, maintenant ? Moi, j'ai mis Steve Nash. Alors, toujours par ordre alphabétique. Il ne s'agit pas d'une échelle de valeur, on le dit bien. Donc, par ordre alphabétique, dans nos 10 premiers, là, donc, j'ai mis Steve Nash. Ouais. J'ai mis Steve Nash, 2 titres MVP, 8 fois All-Star, 5 fois meilleur passeur, 7 fois l'NBA, toute équipe confondue. De toute façon, il n'a pas été défensive. Hein. Non, sauf un défensif. Non, je reconnais. Mais c'est surtout regarder la carrière de Steve Nash par rapport à la main, par rapport au scoring, par rapport à son pourcentage à 3 points, et il est tout bêtement phénoménal. Et il a été élu 2 fois MVP. En plus, je suis pas sûr, si depuis ça va arriver, mais c'était un Canadien, c'était pas un Américain en plus. Donc un meneur qui s'est imposé par un style... Techniquement, il s'est imposé par sa technique, parce qu'il n'était pas ultra rapide, il n'était pas très grand. Ni grand, ni ultra rapide, mais il avait une remarquable vision du jeu, et en plus un shoot extrêmement fiable, et quand il ne pouvait pas passer, il shootait, et il était en tout point, c'était le dynamiteur pour une équipe. Donc, et il me semble que Steve Nash, avec dont je retiendrai la coupe de cheveux quand même virevoltante pendant ses meilleures années, je crois qu'il trouve toute sa place dans ses 10 premiers, parce que c'était un joueur un petit peu à part, mais qui avait une technique et une aura autour de lui par rapport à son équipe, avec beaucoup d'humilité également, mais qui était en fait un joueur exceptionnel. Voilà. Double MVP, c'est quand même pas mal. Je crois qu'il fait 3 saisons en 50, 40, 90. Oui. Et il doit y avoir 2 ou 3 autres où il rate, mais de 3 fois rien. Oui. C'était une régularité au shoot. Il est double MVP la 3e année, excuse-moi, je te coupe, mais il est 2e MVP la 3e année. Oui. Donc, voilà. Donc, ça vous donne un petit peu le positionnement du joueur dans cette époque-là. Alors, donc, moi, Steve Nash. S'il faut un petit point négatif à Steve Nash, et c'est pour ça, moi, je l'ai pas dans ma liste, c'est les réussites collectives. Ça s'arrête en finale de conférence. Je suis d'accord. Une certaine révolution dans le jeu avec Mike D'Antoni. Et il était... je pense qu'aujourd'hui, avec la NBA qui laisse encore plus de place au shoot, d'ailleurs, ses stats au scoring seraient beaucoup plus hautes. Oui. Il a bien profité de la présence d'Amaris Stoudemire, dans la mesure où le duo entre les deux, c'était un peu du Stockton Malone, si vous voulez. Sur pick and roll, Steve Nash, c'était du grand art. Oui. Non, puis c'est l'intelligence de jeu, quoi. Bon. Aujourd'hui coach de Brooklyn, on va voir s'il va continuer d'enrichir son palmarès. Eh bien, moi, j'ai aussi un coach, désormais, c'est Jason Kidd.
meneur de jeu, à peu près les mêmes périodes, pas tout à fait le même tempérament. Il pouvait s'avérer que ce soit un peu un sale type dans la vie. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Hall of Famer, 10 fois All-Star. Il a jamais été MVP. Il est pareil, 5 fois meilleur passeur, 6 fois All-NBA. Par contre, 9 fois All-Defensive Team, Jason Kidd. Ça, c'est quand même la grosse différence entre les deux. Il est co-rookie de l'année en 95 avec Grant Hill. Et puis, moi, je me souviens quand il arrive dans la ligue, d'un vent de fraîcheur, le mec, il était flashy. Il y avait presque un petit côté de Jason Williams après. Alors, moins street, mais dans une vision du jeu, sur jeu rapide, sur relance, c'était assez exceptionnel. Grand quand même, assez costaud. D'ailleurs, il a fait 107 triple-doubles en carrière. C'est le 4e de l'histoire. C'est le 2e meilleur passeur de l'histoire. Et avec des chiffres assez énormes. Hein. C'est plus de 12 000 passes. Sachant que le 3e, c'est Steve Nash, qui a 10 003. Ouais. Donc t'imagines la différence. Et c'est le 2e aux interceptions de l'histoire aussi. Donc, sachant que le premier, c'est quand même Stockton, à la passe et aux interceptions. On n'en parle jamais assez dans les meilleurs meneurs de l'histoire. Mais Jason Kidd, c'est 2 finales consécutives avec les Nets. Je me rappelle, il arrive chez les Nets, il n'y a pas grand-chose. Il domine quand même la conférence Est. Peut-être un peu moribonde à l'époque, mais quand même. À l'époque, il y avait des Vince Carter, Iverson, etc., qui jouaient contre lui. Et puis un titre en fin de carrière en 2011, quand même comme titulaire, auprès de Dirk Nowitzki. Il va gratter sa petite bague. Et aujourd'hui, coach. On va voir ce que ça va donner, justement, auprès de Doncic, où il revient à Dallas, la franchise qu'il avait draftée. Alors moi, Jason Kidd, tu prêches un convaincu dans la mesure où je pense que après Magic Johnson, c'est mon meneur préféré. Ouais. Avec ce côté complet qu'avait Magic d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Je trouve que effectivement, il est hyper flashy, il est surprenant, il maîtrisait la no-look pass là pour le coup. Si tu veux, c'est moins académique que Steve Nash, même si Steve Nash était capable de fantasy quand même. Je me suis certainement, je l'assume, laissé un petit peu grisé par les 2 titres de MVP de Steve Nash et puis son classement la 3e année et l'incidence qu'il avait auprès de son équipe, qui a duré peut-être un petit peu plus longtemps que Jason Kidd à mon avis. Voilà. On parlait de Dallas et je crois qu'on est d'accord sur le prochain joueur. Il s'agit d'un Européen quand même déjà, on va en parler. C'est Dirk Nowitzki, un des meilleurs postes 4 de l'histoire. Qui a gagné d'ailleurs avec Jason Kidd dont on vient de parler. S'il y a une stat quand même à garder, c'est plus de 31 000 points. C'est-à-dire que dans cette ligue de surathlètes, de rebondeurs, de bodybuilders, le mec a mis 31 000 points de petits shoots sur un pied, quoi. C'est un peu ça. 6e de tous les temps. Sa bague en 2011 est incroyable. Contre le Big Three, tout fraîchement monté de Miami, LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosh. Son panier pour la gagne, en double pas. Oui, ils avaient bien enrhumé tout le monde, là. 14 fois All-Star, 12 fois All-NBA, MVP en 2007, MVP qu'il récupère éliminé par les Warriors au premier tour alors qu'ils avaient gagné de mémoire 67 matchs de saison. Ça, c'était. Il avait une image de loser. Et il était appelé Nowinski. Oui. Et parce que ce titre, parce qu'ils font une première finale contre Miami en 2006, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. C'est possible, où ils perdent après avoir mené 2-0. Oui. Et l'année d'après, ils reviennent, ils font une super saison régulière, ils gagnent 67 matchs, ils disent qu'il y a MVP, et ils se font éliminer par le 8e au premier tour. Donc là, l'image de Nowitzki, c'était un joueur soft, qui défend pas, qui certes met quelques paniers, mais qui de toute façon fera jamais gagner une équipe. Ouais. Je pense qu'il a fait mentir tout le monde en 2011. Il s'est bien arraché d'ailleurs. Il était en mission. Voilà. C'est ça, c'est le mot qui vient l'idée. Un des plus beaux titres de ces dernières années. Moi, juste un truc supplémentaire sur Nowitzki. Alors, tu l'as dit, au niveau des stats, il n'y a rien à ajouter. Sinon, 21 saisons à Dallas. Oui, dans le même club. C'est le record. Et là, aucun joueur n'est resté aussi longtemps dans une franchise. Et alors, je sais pas si c'est une vertu dans le monde professionnel que d'être fidèle à une franchise, mais de sa carrière à Dallas, la fidélité même. Et je crois qu'il est pas revenu un petit peu dans le staff là. Si, il s'est rapproché. On l'a vu d'ailleurs aussi dans la vidéo des 75 ans, donc très présent, où il apprend le Skywalk avec Karim Abdul-Jabbar. C'est drôle d'ailleurs, c'est sympa. Mais tu as raison. Une saison en 50-40-90, quand on sait que le bonhomme fait 2m13. Tout de même. Il faisait le concours de 3 points. Pareil, une révolution à son échelle. Oui. Les premiers postes 4, voire il y avait une taille de poste 5, qui pouvaient shooter à 3 points. Oui.
Et puis un joueur qui arrivait de 2e division allemande. Oui. Mais d'ailleurs, il y a une anecdote, parce que c'était quand même déjà un bon joueur. Et vous savez, il y avait des tournées de joueurs NBA avec Nike à l'époque qui passaient en Europe. Et il y a une sélection qui est passée dans les années 90 en Allemagne, dans laquelle il y avait Barclay, il y avait Pippen, etc. Et je crois que c'est Pippen qui défendait sur Nowitzki, et il en colle 50. Et c'est Barclay en revenant, il dit non mais attendez, moi ce joueur-là, faut le drafter absolument. Et Barclay est un des joueurs préférés d'ailleurs de Dirk Nowitzki. Ah ouais. C'est étonnant parce que les profils sont complètement différents. Ouais, c'est pas les mêmes. Puis même dans la discrétion, dans l'attitude. Rien à voir, c'est pas, ouais. c'est- Probablement sur une carrière NBA, le meilleur joueur européen de l'histoire. Ouais. Le premier MVP européen d'ailleurs. Oui, absolument. Et Oui, de toute façon, le premier MVP de Depuis, c'est vrai que ça y est, Oui. maintenant c'est parti. Ah, mais oui. à l'époque, il fallait défricher et lui, il l'a bien fait. Et en play-off, tu parlais de joueurs qui montent leur moyenne en play-off. Il est quand même à 25 points, 10 rebonds de moyenne en play-off. Il a joué 145 matchs, donc il y a un beau volume. Ouais, ouais. Non. La grande classe. Immense joueur, voilà. Ouais. En plus, la grande classe, oui, c'est vrai. Et pour finir, un coéquipier et ami de LeBron James, un membre du prestigieux Banana Boat, Et oui, Dwayne Wade. Dwayne Wade, peut-être le 3e meilleur poste 2 de l'histoire. Moi, je pense, oui. Je pense que 3 bagues de champion, Ouais. dont une première dont il faut se souvenir qu'il était jeune. Très jeune. En NBA. Alors, c'est vrai qu'il y 2006. avait... en 2006. Contre Dallas, on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait... il y avait Shaquille O'Neal dans la raquette, mais tout de même, c'est lui qui a été MVP Oui. des finales. Shaquille Il O'Neal fait était- des finales exceptionnelles. Shaquille O'Neal est déjà un petit peu sur la pente descendante. Oui. En finale, c'est 34,7 points, 7,8 rebonds, 3,8 passes. Sachant qu'il rentre un peu doucement dans la finale. Oui. Non. Il a montré quelque chose d'exceptionnel. Moi, je me rappelle l'avoir vécu et Dwayne Wade, effectivement, son nom, ça résonnait de plus en plus, quoi, au fur et à mesure des matchs. Dwayne Wade. Et en fait, il a fait des finales, il les a emmenés là, il a gagné les finales. Quoi. Exceptionnel. Ah ouais. À l'époque où LeBron peinait encore, avait pas joué de finale, etc. Donc dans la même classe de draft, c'est celui qui a gagné en premier. D'ailleurs, LeBron a été joué avec lui pour gagner. Petite anecdote, la finale qu'ils perdent contre Dallas, comme quoi l'histoire est liée, c'est quand même le meilleur marqueur de Miami, avec 26,5 points. Ouais. 7 rebonds, 5,2 passes. Ouais. C'est toujours surprenant dans une équipe où il y a LeBron. On n'est pas là pour lui tirer dessus, mais LeBron est passé complètement à côté de cette série, alors que Dwayne Wade avait encore des super standards. Et en 2012, sur le 2e titre, il est encore à 23 points, 6 rebonds, 5 passes. Oui, non, mais bon. Donc, qu'a su aussi se mettre en retrait pour accueillir LeBron James. C'est pas le cas de tout le monde. Il était dans ses meilleures années quand il fait ça. Je crois qu'il s'est mué en lieutenant pour pouvoir gagner. Ouais. Il a vraiment endossé Enfin, quand on dit lieutenant, c'était plus qu'un lieutenant quand même, si on compare, parce qu'on est parti... Il était l'âme de l'équipe quand même. C'était chez lui d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Miami, c'était lui. S'il y avait un capitaine, à la limite, c'était Dwayne Wade. Oui. Même si la star, c'était LeBron James, mais derrière Dwayne Wade, non, c'était quelqu'un d'exceptionnel et qui fédérait complètement l'équipe et qui représentait Miami, tout simplement. Un des meilleurs contreurs, si ce n'est le meilleur contreur, je crois, sur les postes d'arrière. 13 fois All-Star. Il a été meilleur marqueur en 2009. 3 fois champion, on l'a dit, 8 fois All-NBA, 3 fois All-Defensive Team. Il est dans la Rookie Team de la draft 2003, MVP de All-Star Game et MVP des finales, bien sûr, en 2006. Il y a un titre de MVP qui se fait un petit peu piquer, je ne me rappelle plus quelle année, mais parce que c'est les années un petit peu plus faibles de Miami, mais il a brillé individuellement, notamment quand il est meilleur scoreur. Je crois qu'il fait une année à 30 points. Qui était capable de tout faire. C'est le meilleur marqueur de Team USA en 2008, la fameuse Redeem Team. C'est lui le meilleur scoreur, quand même, dans cette équipe de stars. Grand bonhomme, grand joueur. Et même quand il s'arrête, d'ailleurs, on pensait qu'il avait peut-être encore 1 ou 2 saisons dans les jambes. Oui, je pense qu'il a su s'arrêter, lui, enfin, quand il le sentait. Après, maintenant, on n'est pas dans son corps. Mais oui, il était complètement raisonnable. Il n'a pas laissé traîner les choses. Et puis, alors qu'effectivement, ces dernières années, il était plutôt pas mal. Moi, à un moment donné, je pensais que sa carrière serait pas si longue que ça, d'ailleurs, parce qu'il a été un peu gêné par son physique, mais à chaque fois, il a su revenir. Ouais. Pareil, physique, allez voir le Dwayne Wade des jeunes années, il pouvait grimper sur n'importe qui, alors qu'il n'est pas si grand que ça. Non. Une boule de muscles
très très bon à mi-distance. Il n'a jamais trop développé un shoot à 3 points, un peu mieux sur la fin. Sur la fin, ouais, comme souvent les joueurs. Mais enfin voilà, il a été classé parmi nos 10 grands crus. Donc c'est la fin de cette première vidéo où on vous a présenté une liste des 10 joueurs donc, qui devraient intégrer le top 75 de la Ligue. On se retrouve dès demain pour une nouvelle liste de 10 joueurs. En attendant, partagez, parce que cette vidéo, elle est exceptionnelle. Elle doit devenir virale. Elle doit devenir complètement virale. Oui, il l'a écrit sur son petit numéro, il a dit « Elle doit devenir virale ». Donc n'hésitez pas à liker, partager et donnez-nous votre avis aussi, hein. Ça c'est intéressant, qu'il y ait un petit peu de débat sur qui est-ce que vous auriez sélectionné, les 10 premiers que vous rajouteriez à la liste des top 50. Donc c'est normal, hein, Magic, Bird ou Jordan sont déjà passés. Oui. Place un petit peu au 25. Et puis hommage à Kobe, hein, malheureusement, qui est le seul de cette liste à nous avoir quittés. À demain.